Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission spéciale au Bénin, berceau de renouveau démocratique en Afrique francophone. Depuis la conférence des forces vives de la nation en 1990, le vote a toujours été un moment de ferveur populaire, d'engagement citoyen et d'expression collective. Les files d'attente devant les centres de vote, les débats passionnés dans les quartiers, l'intérêt pour les programmes politiques faisait partie du paysage démocratique béninois. Aujourd'hui, le constat semble différent. Les dernières élections législatives et communales ont relevé un taux de participation en baisse, une mobilisation timide et une indifférence grandissante d'une partie des citoyens. Cette tendance soulève cette question fondamentale. La démocratie béninoise est-elle en train de perdre de sa vitalité citoyenne? Comment expliquer ce désintérêt progressif des populations pour les rendez-vous électoraux? Est-ce une fatigue démocratique, une conséquence des réformes politiques engagées depuis quelques années, un problème de confiance ou tout simplement une mutation du comportement électoral? Sur ce plateau, nous allons faire le diagnostic sans complaisance, faire l'état des lieux, situer les responsabilités et proposer des pistes concrètes pour restaurer la confiance et renforcer la légitimité démocratique. Pour en débattre, trois invités d'obédience différentes, acteurs et observateurs de la chose politique au Bénin. Clotaire Olidé, bonsoir. Bonsoir M. Boukari et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors vous êtes membre du bloc républicain. Juste à côté de vous, Grégoire Gloé, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Vous êtes le président du cadre de concertation des organisations de la société civile du littoral. En face de vous, Dr Jacques-Richard Kodjo, bonsoir. Bonsoir. Alors vous prenez la parole ici au nom de l'Union progressiste Le Renouveau. Bienvenue à tous sur ce plateau. On va commencer avec vous, Clotaire Olidé. Comment analysez-vous la baisse de la participation électorale lors des dernières consultations? Merci M. Boukari. Bon, je dois commencer par dire que effectivement nous avons constaté une baisse du taux de participation aux élections dans notre pays depuis quelques années. Et la première tendance, c'est de croire que cette baisse-là est due, parce qu'on l'entend beaucoup, aux réformes qui ont été engagées. Mais à l'analyse, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit fondamentalement? Je ne peux pas dire que cela ne joue pas un peu, puisque dès lors qu'il y a de changements, les citoyens mettent parfois du temps à s'adapter. Ils essayent de comprendre également les nouveautés. Tout ça peut jouer. Et puis, les habitudes de vote parfois évoluent aussi. Mais en vérité, lorsqu'on y réfléchit à fond, mais qu'est-ce qui était à la base du fort taux de participation que nous avions par le passé? Je pense que c'est de là que nous devons partir. Bien sûr. Et moi, je veux prendre une référence, je dirais, entre griffes scientifique. Je me suis intéressé à la publication des résultats des enquêtes Afrobaromètre en 2011. C'est des enquêtes qui sont menées par l'IREP. Et qu'est-ce que l'IREP avait constaté? Qu'est-ce qui avait été publié comme résultat? C'est que entre 2005 et 2011, les électeurs béninois étaient sortis massivement, généralement 8 électeurs sur 10 sortaient pour voter. Mais sur les enquêtes qui ont été faites, le curieux résultat auquel l'IREP est parvenu, c'est que plus les électeurs recevaient des cadeaux ou de l'argent des candidats, plus ils sortaient pour voter. Quand j'ai vu ce résultat dans le temps, parce que j'avais suivi dans le temps, mais j'ai encore pris le temps de parcourir, j'ai dit, ça veut dire que cela fait partie de ce qui pousse les électeurs à sortir. Et quand vous regardez aujourd'hui, nous, en tout cas acteurs politiques que je suis, puisque j'ai été candidat aux 3 dernières élections, j'ai le sentiment que ce facteur-là continue de jouer quelque part. Parce que lorsque vous voyez nos populations, surtout dans les zones reculées, vous leur demandez d'aller voter, ils vous disent, bon, qu'est-ce que j'ai à y gagner?
tu ne m'as rien donné, tu veux que j'aille voter. Pourquoi? Donc ça, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Surtout que vous voyez que les réformes depuis quelques années justement sont en train de faire disparaître progressivement la corruption en général. Pas que la corruption électorale, mais la corruption en général. Et vous voyez les derniers sondages par rapport à la perception de la corruption en Afrique. Oui. Le Bénin est 8e en Afrique. Ça veut dire que quelque part, ça compte. L'autre chose, il faut voir également les comportements des acteurs. Parce que mon ami M. Gloé ici, il doit reconnaître qu'il y a quelques années, non seulement les partis politiques, mais également les organisations de la société civile s'investissaient énormément dans la sensibilisation des populations pour aller voter. Cette action-là, nous la constatons de moins en moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment que tout est laissé aux partis politiques. Et puisque les partis politiques sont des machines parfois lourdes à bouger, vous comprenez qu'on n'a pas toujours les résultats souhaités parce que les 2 semaines à peine dont on dispose pour faire la campagne, ce n'est pas toujours suffisant pour que la sensibilisation se fasse au maximum par les acteurs politiques. Ils sont plutôt préoccupés par autre chose que par le fait de sortir le maximum. Donc voilà autant de facteurs qui, associés au fait que depuis toujours, ou bien depuis de nombreuses années, les populations ont tendance à prendre la politique pour quelque chose de repoussant. La politique, c'est ça, c'est pour les menteurs. C'est-à-dire que quand on met tous ces facteurs-là ensemble, je pense que ça joue énormément, sans oublier le reste qu'on va peut-être aborder. D'accord. Docteur Jacques-Richard Akordio, quelle lecture justement faites-vous de cette situation? Je prends à mon compte complètement les analyses de M. Olide. Mais je vais rajouter. Je suis entièrement d'accord avec lui. Tous les éléments qu'il a évoqués sont complètement justes. Maintenant, je vais aller sur un autre élément, de façon scientifique aussi. Alors, de façon scientifique, je vais prendre de 2011 à 2021. Nous sommes allés aux élections sous le régime de la LEPI. En 2011, le taux de participation caracolait autour de 85%. En 2011. Avec la LEPI. Quand j'interroge le nombre d'électeurs enrôlés en 2011, c'était autour de 3 600 000 électeurs qu'on avait enrôlés en 2011. Cet enrôlement avait été fait sur la base du volontariat. C'est-à-dire que l'enrôlement de la LEPI, c'est ceux qui voulaient, qui sont allés se faire enrôler. L'enrôlement n'était pas obligatoire. Donc, l'idée, c'est qu'on constituait une base pour les électeurs. Ceux qui veulent voter, allez vous faire enrôler sur cette liste. Et ceux qui sont allés avec leurs familles, leurs enfants, puisqu'on a enrôlé jusqu'à l'âge de 10 ans, en se disant qu'après, ceux-là s'ajouteront progressivement à la liste. Quand je regarde ça, je me dis, je retourne également avant 2011, depuis la conférence nationale, quelles sont les pratiques qu'on avait? Il faut interroger ces pratiques. On demandait à ceux qui voulaient voter de venir s'inscrire sur une liste. Et on constituait une liste électorale. Et après, à base de cette liste, on donnait même des cartes. Et après, les gens allaient voter. Donc, il y a un élément fondamental qui a disparu dans les élections que nous venons d'avoir. C'est qu'en amont, on demande ceux qui veulent aller voter. Et il y a une démarche volontaire qui est faite. Ce qui explique qu'après, on n'est pas surpris qu'il y ait un fort taux de participation. Parce qu'en amont, la personne a exprimé la volonté d'aller voter. Et c'est là que je rejoins l'analyse de M. Olide qui dit que les acteurs de la société civile, tout le monde, incitaient les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. Donc ceux qui sont contre les élections ou ceux qui ne voulaient pas voter n'avaient qu'à rester chez eux
et ne figuraient pas sur la liste. Donc, on avait des taux de participation conséquents. Parce que le gars, le votant voulait, il est allé s'inscrire et après, il est allé voter. Le taux de participation est bon. Mais de 2011 à 2021, nous avons eu une situation. 2011, j'ai dit tout à l'heure, 3 500 et quelques mille électeurs. En 2021, nous avions sur la liste 5 500 et quelques mille électeurs. Sur la même liste LEPI. En considérant que de 2011 à 2021, les néo-votants se sont ajoutés. Parce que chaque année, il y a de nouveaux votants qui s'ajoutent à la liste parce qu'on a enrôlé, rappelez-vous, quand je le dis, ce n'est pas pour vous, c'est pour les téléspectateurs que j'explique. Rappelez-vous qu'on a enrôlé les gens jusqu'à 10 ans. Donc chaque année, tous ceux qui avaient 18 ans venaient grossir la liste. Malheureusement, et ça, quand je le dis, je ne jette la pierre à personne. Malheureusement, nous n'avions pas un état civil au point qui pouvait enlever de cette LEPI les gens qui décédaient. Donc en réalité, les 3 500 000 du départ en 2011 sont restés intacts et chaque année, les néo-votants se sont ajoutés. Et c'est pour ça que nous avons vu que de 2011 à 2021, le taux de participation s'est érodé. Parce qu'on n'arrivait pas à mettre la liste à jour. Donc le taux a été descendant. Si nous reprenons cette liste-là, et les taux de participation pour ces années, jusqu'en 2019, on a vu le taux de participation décliner. Ce qui est complètement normal. Parce que sur cette liste, on n'a pas pu épurer la liste en enlevant les personnes décédées et les néo-votants s'ajoutaient au fur et à mesure. Ça fait que nous avons eu cette situation. En 2022, je rajoute qu'en 2021, on a rajouté les nouveaux votants qui étaient sur le RAVIP et qui n'étaient pas enrôlés sur la LEPI. C'est-à-dire qu'ils sont sur le RAVIP, mais ils n'étaient pas enrôlés sur la LEPI, et donc on les a rajoutés à la LEPI, ce qui a donné les 5 500 et quelques mille. En 2022, nous avons 7 millions d'électeurs. Sur quelle base? En 2026. Oh, excusez-moi, en 2026. En 2026, nous avons 7 millions d'électeurs. Alors que seulement en 2022, on avait 5 millions et quelques. Sur quelle base? D'accord. Simplement parce que, j'en aurais fini, simplement parce qu'aujourd'hui, la base sur laquelle nous établissons la liste électorale a changé. C'est pour ça que quand les gens tendent à faire le débat sur le taux de participation pour noircir le modèle démocratique en construction au Bénin, je leur dis attendez en ce qui concerne le taux de participation. Parce que le modèle béninois est un modèle frais. Laissez-nous faire 3 ou 4 élections générales et nous allons avoir maintenant le temps pour comparer. Parce que ici, en 2026, que vous veuillez voter ou pas, on vous a mis sur la liste. On ne vous a pas demandé votre avis. On a constitué la liste simplement parce que vous aviez 18 ans. 18 ans malade, on ne sait pas. 18 ans à l'étranger, on ne sait pas. 18 ans hors du territoire, on ne sait pas. 18 ans contre les élections, on ne sait pas. Mais on vous a tous mis sur la liste électorale. D'accord. Et c'est à partir de là maintenant qu'on veut calculer le taux de participation. Je voudrais qu'on y aille doucement. 36% en 2026, c'est faible. Ne contournons pas les choses. Ce n'est pas un taux de participation intéressant. C'est faible. Mais je dis, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Nous venons de commencer une nouvelle expérience. Attendons 3, 4 élections générales et nous allons voir derrière la mobilisation. Je ne reviens pas sur les arguments évoqués par M. Olide. D'accord. Monsieur Grégoire Gloé, vous êtes donc acteur de la société civile. La baisse de la participation est-elle un signal d'alerte démocratique selon vous? Merci, monsieur le journaliste. Et avant de donner ma réponse, d'abord, je ne balaie pas de revers de main tout ce que mes collègues ont dit. Parce que dans la population béninoise, effectivement, nous avons des gens qui se fient à l'argent avant d'aller voter. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut insulter
tous les Béninois qu'ils ne sont que pour l'argent pour aller voter. Ceci dit, de 2006, je vais partir de 2006. Oui. De 2006 à 2011 et en 2016, oui. Ce qui poussait les Béninois à aller voter, la ferveur que les Béninois avaient pour aller voter, c'est que le choix qui se faisait avec eux, avec les populations. Et les choix sont faits, c'est-à-dire ces choix sont des émanations de ces populations. Quand vous parlez de choix, vous parlez de quoi? De choix politiques. D'accord. De choix politiques. C'est-à-dire les candidats en lice. Les candidats en lice et autres là. Ils adhèrent massivement. Et deuxième chose, ce n'est pas l'argent seul qui faisait sortir les Béninois. Il y a aussi le côté frère. C'est-à-dire, celui-ci, c'est mon frère. Donc, même si je dois quitter Cotonou pour aller voter au village, je dois aller. Sinon, les gens étaient inscrits au village, mais ils voyageaient pour aller voter au village. On ne voit plus ça aujourd'hui. Il y a ce désintéressement. Et tout ça, c'est à cause des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale avec l'exclusion de certains politiques que moi, je ne vais pas nommer ici. D'accord. Parce que si le consensus que nos pères, nos grands-pères nous ont instauré à valeur constitutionnelle est mis de côté, on ne peut que constater tout ce que nous constatons là. Parce que la politique, pour moi, ce n'est pas un ring. Nous sommes des frères, que ce soit au lieu de je ne sais pas, BR ou bien du Bloc républicain, de UP, ou un démocrate, ou comment appelle-t-on le parti de Ayadi là, Mouel Béné, ainsi de suite. Nous sommes des frères. D'accord. Après les propos de ring sur la politique, après on se retrouve toujours. Donc aujourd'hui, moi je constate que les gens ont pris la politique là, c'est nous seuls qui allons gagner, les autres ne sont rien. C'est ça qui fait peur aux populations. Et ces tests-là qui sont pris, pour les populations, c'est un découragement d'avance. Et ils ne veulent pas, même s'ils vont, comment dirais, dans les bureaux de vote pour voter, ils se disent, mais mon vote ne sera pas pris en compte, parce que tout est déjà préparé. Par exemple, regardez la Sénat. La Sénat avant, pourquoi on a dit, il faut l'opposition, il faut la mouvance, même dans la mouvance, c'est différents partis. Et dans l'opposition aussi, c'est différents partis. Tout ça là draine du mot parce qu'il y a la confiance. Et le peuple est prêt à aller voter pour dire, au moins il y a quelqu'un là-bas, tu me surveilles, je te surveille. Il n'y a plus ça aujourd'hui. À la Sénat. À la Sénat. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Tu me surveilles, je te surveille, c'est-à-dire l'opposition. Le vrai, le parti de l'opposition vrai. Alors vous parlez d'opposition, vous parlez de vraie opposition. Ou bien la société civile aussi. Ils disent on peut bien docteur, s'il vous plaît, j'ai la parole. Quand vous parlez avant la je ne vais pas intervenir. Allez-y, monsieur Global. C'est-à-dire, il y a l'opposition, il y a la société civile. À la Sénat. Donc, la société civile aussi. Il y a la société civile aussi. Parce que dites-vous que l'opposition, c'est un parti qui n'est pas nécessairement contre le gouvernement, mais qui a autre idée de la gestion. C'est comme ça que nous, les organisations de la société civile, nous prenons la chose. Mais pas être, comment dirais-je, insulter le gouvernement ou bien faire chose. Non. Mais l'opposition a sa part de vérité. Et la société civile aussi a sa part de vérité. Les populations nous observent. Que ce soit au Bénin ou à l'extérieur du pays. Bien sûr. Le Bénin était une école. Et aujourd'hui, d'accord, monsieur. On va essayer de revoir certaines choses, certaines manières pour aller de l'avant. Je vous en prie. D'accord. Merci Monsieur beaucoup. Olidé, le diagnostic donc, que vous avez posé, on a parlé de corruption électorale, qui est l'un des facteurs donc, qui, on va dire, motivait les populations à aller voter. Et grâce aux réformes opérées par le gouvernement ou le régime actuel, il y a que c'est difficile aujourd'hui donc, de faire circuler l'argent. Donc, comme vous le dites, mais l'acteur de la société civile
parle d'exclusion à travers le vote donc d'un certain nombre de lois électorales. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, je disais tantôt que la tendance à présenter la chose politique comme quelque chose de mauvais, de dégoûtant, contribue à décourager les populations. Et ça, c'est ce que je retrouve dans... En fait, M. Gloé apporte de l'eau au moulin de ceux qui font ce travail-là. Moi, je voudrais qu'on recadre les choses un peu. Vous voyez, les lois électorales dont on parle, les lois électorales ont toujours existé, au Bénin comme ailleurs. Il n'y a pas de compétition électorale sans règles. Et les règles sont fixées par le législateur. Et dès lors que les règles sont fixées, tout le monde s'y conforme et travaille à sa mise en œuvre. Ce qui se passe, et M. Gloé en parle avec aise, alors que ça ne devrait pas être le cas, c'est que justement, on veut tenter de faire croire que le fait aujourd'hui de poser des règles nouvelles est antidémocratique. Mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on parle trop facilement d'exclusion, de ceci, de cela, comme si les règles qui ont été posées sont applicables à certains et non applicables à d'autres. Mais vous ne pouvez jamais avoir une élection où on ne dit pas à l'avance, si vous devez lever des sièges, voilà les conditions à remplir. Si vous devez être candidat, voilà les conditions à remplir. Monsieur Gloé ne va pas me dire que les élections que nous avons eues jusqu'en 2016 nous ont permis d'avancer dans ce pays. Soyons sérieux. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on va fêter, les élections sont une fête, mais qu'est-ce que ça nous apporte après? Quel est le but des élections? C'est de choisir les dirigeants qui vont nous permettre de développer le pays. Mais si les règles sont tronquées, si les règles sont biaisées, les règles ne permettent pas d'élire des dirigeants qui vont nous donner ce qu'il nous faut, et qu'on décide ensemble de revoir, mais qui se fait que certains acteurs, dans cette révision-là, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur compte à eux, décident de faire du blocage, mais est-ce qu'il faut s'en prendre à ceux qui acceptent d'avancer? Il faut qu'on arrête de tenir ce langage-là. Moi, je suis absolument contre ça. Et je dis, mais quand on me dit que le taux de participation était bas, parce qu'il y a eu des exclusions, je vais même essayer de lui concéder ça. Mais en 2023, ce qu'il appelle la bonne opposition, c'est-à-dire la vraie opposition, elle n'était pas aux élections en 2023. Les démocrates n'ont pas été candidats en 2023. Ils n'ont pas levé des sièges en 2026. Ils n'ont pas été candidats. Mais pourquoi ça n'a pas changé le taux de participation? S'il vous plaît, ce n'est qu'en 2019 qu'ils n'ont pas été aux élections. Ils ont refusé parce qu'ils ont refusé d'y aller. Donc, on ne peut pas prendre ça comme explication au taux d'abstention. Non, c'est pas vrai. Parce que si on le prend comme ça, c'est comme si c'est seulement le BR et l'UPR qui ont été aux élections et qui n'ont pas suffisamment mobilisé, alors que la mobilisation pour aller aux élections incombe à tous, y compris aux acteurs de la société civile. Maintenant, entre aller aux élections et maintenant exprimer son point de vue en s'abstenant ou en votant contre X ou Y, il y a une différence. Ceux qui sont allés voter ont exprimé librement leur choix. Je rappelle que le vote, la liberté du vote comporte deux aspects. C'est premièrement la liberté de voter ou de ne pas voter, et ensuite la liberté de voter pour le candidat de son choix. Donc, on ne peut pas imputer ça. C'est pourquoi je dis, ne commettons pas l'erreur tout de suite de stigmatiser les réformes pour dire que non, c'est parce qu'il y a eu de nouvelles lois que les gens ne sont pas allés voter. Non, c'est pas vrai. Il y a toujours eu des lois et les lois sont votées par qui de droit. Des lois votées selon le représentant de la société civile sur ce plateau pour exclure donc un certain nombre de candidats. Avec ça, comment peut-on espérer une forte participation électorale? Et pour la compréhension de nos téléspectateurs, parce qu'après ce débat, si nous le faisons, c'est pour éclairer ceux qui vont nous écouter. Pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs, je voudrais savoir si M. Gloé peut nous dire qui sont ceux qui ont été exclus aux élections de 2026. Parce qu'aux élections de 2026, les partis qu'il appelle de la vraie opposition étaient. Donc, je ne sais pas quelle est la loi qui a empêché la vraie opposition d'aller à l'élection, et pourtant j'ai vu le logo des démocrates sur les bulletins de vote. Où est l'exclusion?
Parce que si on se met à dire les choses sans les expliquer, c'est dangereux. C'est hyper dangereux. Parce que M. Gloé dit qu'on a exclu des gens. Et il a identifié, lui, les vrais partis de l'opposition. Et il fait allusion aux démocrates. Or, les démocrates avaient leur bulletin dans les urnes. D'accord. Pourquoi il parle d'exclusion? Il n'a qu'à nous expliquer ça pour une bonne compréhension des téléspectateurs. Parce qu'après, ce n'est pas une guerre entre lui et moi. Nous sommes là pour expliquer. Bien sûr. Qui est-ce qui a été exclu et qui n'est pas allé aux élections en 2026? Qui nous le disent, pour que ce débat soit fructueux pour chacun de nous. D'accord. Docteur, je pense qu'on va évoluer. Donc, non. Nous avons l'habitude de faire des débats de cette façon, c'est pas bon. Il n'a qu'à nous dire, parce que s'il ne dit pas, moi je vais quitter ce plateau. D'accord. Non, je vais quitter ce plateau. Quel est le parti politique qui a été empêché d'aller aux élections en 2026? Qui nous le disent? D'accord. Docteur, je pense qu'il va répondre. Monsieur Gloé, quelques éléments de réponse. Voilà. Et si je ne parle pas d'exclusion parce que une structure a exclu les partis d'aller aux élections, non. Je parle des règles, c'est-à-dire le code électoral, que à l'approche des élections, nous qui sommes les organisations de la société civile, les confessions religieuses et autres, ont trouvé que ce code pouvait créer le faible taux de participation et aussi créer les nuisances que nous constatons aujourd'hui dans les élections. Parce que ce n'est pas les partis d'opposition seuls dans ces élections. Écoutez, monsieur le docteur, apaisez-vous. Non, j'ai déjà eu ma réponse. Non, ma réponse ici, c'est que souvent, vous allez répondre. Quand d'autres vous parlent là, il faut écouter. Mais quand vous vous énervez, celui qui veut gérer, c'est moi qui ai posé une question. Celui qui veut gérer la réponse. Celui qui veut gérer. Non, c'est le journaliste qui ne posez pas à moi. Moi, je voulais que vous répondiez à une question. Non. Il ne faut pas qu'il s'impose à nous. Il est dans le faux. Il faut qu'on règle cette question. Il a déjà répondu. Il a dit, d'accord, il a répondu à la question en disant que les règles n'ont pas exclu quelqu'un. D'accord. Mais que eux, de la société civile, bien sûr, eux, de les confessions religieuses, ont trouvé que les règles ne sont pas bonnes. Mais les premiers concernés, les partis politiques, ont trouvé que les règles sont bonnes. Ils sont allés aux élections sur ces règles-là. Est-ce que vous êtes plus royaliste que le docteur? S'il vous plaît, vous m'avez posé une question. Ce que vous dites, je finis sur aberrant, monsieur Gloé. Et ça, c'est des choses que vous colpotez dans les rues. On n'a pas ça sur le plateau de télévision. Il y a des gens qui politiciens ne s'énervent pas. Personne n'est énervé ici. Mais ne dites pas votre vérité pour que moi soit là, vous souriez. Moi, je ne sourirai pas. Monsieur Olide, c'est pas normal. On va évoluer dans il dit la contre-vérité, monsieur Idrissou. C'est pas normal, ça. Docteur, nous allons évoluer dans le débat avec le Olide. Alors, peut-on encore parler, on va dire, d'une démocratie pleinement participative avec une mobilisation en recul? Non. Encore une fois, il n'y a pas de mobilisation en recul. D'accord. Ça dit que il faut que nous nous donnions le temps d'expérimenter. Je crois que M. Kodjo l'a dit tout à l'heure. Il faut que nous donnions le temps d'expérimenter ce que nous sommes en train de vivre actuellement au Bénin avant de commencer par tirer des leçons, de tirer des conclusions. Parce que je vous ai donné tout à l'heure des résultats d'une enquête que j'ai dit que l'IREP a menée de 2005 à 2011. Ça veut dire que dans cet intervalle-là, il y a eu plusieurs élections qu'on a analysées. On a questionné des citoyens, on a pris en compte leurs réponses. Alors, les nouvelles règles que nous sommes en train d'expérimenter, elles sont récentes. Elles sont récentes. Donc, il faut que sur la base de ces règles-là, qu'on organise également un certain nombre d'élections et qu'on fasse un travail scientifique d'analyse avant de commencer par tirer des conclusions. Et c'est en cela que je trouve que c'est dangereux que les acteurs principaux, ceux que les citoyens suivent, que ceux-là ne prennent pas un minimum de recul et embouchent la trompette de ce qui se dit par le citoyen lambda. C'est normal que, je l'ai dit dans ma première prise de parole, c'est normal que lorsqu'il y a des changements, que les citoyens prennent le temps
de s'y faire, de comprendre, de s'y adapter. Bien sûr. Donc, j'ai bien dit que ça a certainement joué un peu. Mais ce n'est pas que ça. Il faut aller en profondeur. Et donc, à partir du moment où il y a de nouvelles règles, donnons-nous le temps de les appliquer. Moi, je ne désespère pas que d'ici à là, les taux de participation repartent à la hausse. Parce que, qu'est-ce qu'on a souvent reproché à notre démocratie? Et je l'ai dit aussi. Oui. C'est que nous faisons des élections, nous élisons nos dirigeants, mais la finalité de la politique, qui est le développement, ne suit pas. Tout simplement parce que, c'est vrai, M. Goulou a parlé de consensus, on a toujours eu le consensus, mais on n'a pas eu le consensus sur ce qu'il faut, de mon point de vue. Et ce point de vue est partagé par plusieurs personnes. Maintenant, à partir du moment où on s'entend que le résultat n'est pas atteint et qu'il faut changer les choses, mais on ne peut pas changer selon ce que tous les acteurs veulent au même moment. C'est les acteurs majoritaires au moment où les règles sont votées au Parlement. Ce sont ces acteurs-là qui fixent les règles. Ça a toujours été comme ça. On ne peut pas quitter le Parlement pour aller voter les lois ailleurs. Et c'est pour ça que je dis, ce qu'on est en train d'expérimenter là, c'est nouveau, mais c'est pour corriger quelque chose. Et de mon point de vue, cette chose-là est en train d'être corrigée. Peut-être que le prix à payer pour aller à cette correction-là, pour finaliser cette correction-là, le prix à payer, c'est que les premières élections connaissent ce taux de participation-là. Mais payons le prix et observons. Parce que moi, je sais que beaucoup aujourd'hui ont commencé à comprendre le bien fondé des réformes. Beaucoup ont commencé à comprendre. Au début, beaucoup ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, quand les gens voient nos dirigeants, quand ils voient les réalisations qui suivent, quand ils voient le taux de corruption qui baisse, quand ils voient de plus en plus que les infrastructures de base socio-communautaires sont en train d'être mises à la disposition des populations, les citoyens qu'on va dire, mais tiens, ça veut dire que quelque chose est en train de bouger. Et je vous assure, pour que ces choses-là puissent bouger, le point de départ, c'est les règles qui permettent de sélectionner nos dirigeants. D'accord. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les acteurs politiques, d'une manière ou d'une autre, sont responsables donc de cette faible mobilisation également? Quelle est leur part de responsabilité? Oui, on va pas balayer du revers de la main la responsabilité des acteurs politiques. Les acteurs politiques doivent participer à la mobilisation. L'animation de la vie politique. Oui, mais il faut bien comprendre que tout ça est encore nouveau aujourd'hui. D'accord. Et tout ça est tout nouveau. C'est quand on en parle, ceux qui n'ont jamais été dans les anciennes formations politiques de notre pays ne comprennent pas. Tout ça est bien nouveau aujourd'hui. Et mon frère, M. Olide, va me confirmer cela. La configuration des partis politiques d'antan a complètement changé. Les paradigmes ont changé. Les grands groupes que nous formons aujourd'hui sont des groupes en construction. Et aujourd'hui, on veut savoir de quelle façon chacun contribue à l'édification du groupe. Les gens sont encore dans leurs anciennes... Dans les anciens costumes qui les servent de plus en plus, mais ils n'ont pas encore porté le nouveau costume. Donc, on est en construction pour l'instant. Les acteurs politiques ont une part de responsabilité, mais pour moi, l'élément fondamental, c'est vraiment ce changement d'établissement de la liste électorale. C'est-à-dire que quand on occulte ça, c'est qu'on enlève quelque chose de fondamental au débat. D'accord. Les taux de participation en Europe, parce que c'est à partir de là que nous allons faire les comparaisons. Dans les pays européens, ils établissent leur liste électorale comme nous faisons, à partir de leur état civil. Mais c'est seulement maintenant que nous on a commencé ça. Mais c'est rare d'avoir des taux de participation de 70% dans les pays européens. Simplement parce que lorsque vous établissez la liste électorale à partir de l'état civil, mais c'est que vous prenez en compte sur votre liste des gens qui sont contre les élections, des gens qui sont même contre la démocratie.
Ah oui. Oui, il y a des gens qui sont contre la démocratie. Il y a des gens qui estiment que... Mais vous savez, en Europe, il y a des zones réservées où il y a des gens qui sont contre la démocratie, qui veulent retourner à la monarchie de 1789. Et qui prennent les armes pour ces choses-là, même aux États-Unis d'Amérique. Mais qui sont dans le fichier électoral également. Mais qui sont dans le fichier électoral et qui n'iront jamais voter. Parce qu'ils sont contre votre système. C'est vrai que vous allez me dire que c'est un groupe résiduel. Mais à partir du moment où on a établi la liste électorale, à partir de l'état civil, non. Allons-y doucement. Comparons progressivement le taux de participation et on va avoir l'animation de la vie politique. C'est pas une chose simple. D'accord. Nous préparons des élections là. Nous sortons d'élections. Nous avons 2 mois pour évaluer, pour tirer les conclusions, pour savoir comment préparer les prochaines élections. C'est pas simple à faire tout ça. Mais les partis politiques s'activent. Nous, on a nos activités, on a notre calendrier. Dans ce week-end, nous allons mener des activités pour ça. Mais ça n'ira pas chercher celui qui ne veut pas voter. D'accord. Monsieur Gloé, vous qui faites la veille citoyenne, vous êtes sur le terrain avec ces populations. Que faites-vous? Je vous remercie. Dites-vous que depuis 2019, nous essayons de sensibiliser les populations à travers des communiqués et de regrouper les populations aussi et de les sensibiliser. Les élections de 2026, moi j'ai déjà sorti un communiqué que j'ai amené même, qui est là, qui a circulé dans tous les réseaux sociaux et aussi dans les journaux. Toujours pour la non-violence. Et que le vainqueur est celui qui n'a pas gagné félicite le gagnant. Le perdant. Ouais. Le perdant félicite le gagnant. Donc, si on est dans cette logique, c'est pour la paix, malgré tout. Donc, nous avons demandé aussi la loyauté des institutions de la République. Parce que ça aussi, ça participe à la crédibilité des élections. La loyauté, c'est quoi? Qu'est-ce que vous... Voilà, la loyauté, c'est que quand les élections sont faites, que les résultats sortis des urnes soient prononcés. Pour qu'on n'ait pas un maire qu'on a élu en 5 jours, on l'a encore démettre pour pouvoir ramener un autre maire. Oui. Voilà l'exemple. D'accord. Voilà. Donc, que dites-vous aux populations? Non, les choses se constatent et les populations constatent. Donc, ne vous énervez pas. Pour la participation. Donc, nous, on est dans la population. Ce que je dis ici, là, ce n'est pas ce qui vient de moi. C'est ce que j'écoute dans la bouche de la majorité des populations. Le chef de l'État, par exemple, lui, ne sort pas. C'est vous qui l'aidez. C'est vous qui êtes les politiques, BR, UP, qui sont sur le terrain. Mais vous ne voulez pas voir ça. Parce que vous cherchez toujours à lui montrer que vous travaillez sur le terrain. C'est ça. Parce que moi, dans mon quartier, là où moi je vis, pour les élections communales et législatives, là, moi je n'ai pas vu les UP, BR rentrer dans les vents de maison en maison pour pouvoir sensibiliser les gens. Sauf les FCBE qui ont fait quelque chose dans mon quartier. Est-ce que vous voyez? Donc moi je vois seulement les véhicules circuler. On prend les Béninois comme des bêtes. Ce n'est pas bon. Mais quand on veut, ce n'est pas quand vous rassemblez les gens dans les, dans les communes ou bien dans les salles de conférence et puis vous leur distribuez des t-shirts. On sait comment ça se fait. Nous, c'est nos populations, c'est nos frères. C'est nos frères qui sont les responsables d'associations diverses qui sont chouchoutés et à qui on remet les t-shirts et les casquettes pour venir inonder les endroits. Mais est-ce que tous ceux-là vont voter? C'est ça le problème. Donc si vous voulez faire le travail là, que ça se fasse dans l'amour. Moi je suis en carême actuellement. Je n'ai même pas le droit de mentir. Et ceci, je souhaite bon début de carême, que ce soit aux musulmans et aux catholiques. Parce que nous sommes en carême pour dire la vérité, rien que la vérité, pour sauver notre pays. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Olidé, est-ce que les partis politiques travaillent suffisamment sur le terrain justement pour booster cette participation? D'abord, je suis surpris par ce que j'entends sur ce plateau. De Monsieur Gloé, votre rôle en tant qu'acteur de la société civile, c'est pas de diaboliser les acteurs politiques.
Mais c'est ce que vous faites. Ni les institutions. Et vous vivez Parce que les acteurs non, arrêtez, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Les acteurs de la, dans une autre les acteurs de la, s'il vous plaît, les acteurs de la politique, s'il vous plaît, j'ai la parole. S'il vous plaît, j'ai la parole. Dans une autre vie, j'ai été acteur de la société civile. S'il vous plaît, on a fait ensemble. Ça a été toujours le cas. Oui, mais attendez. Monsieur, Non, pas. Je n'ai jamais dit ce que vous dites là. Non, ça dit que si vous voulez être politique, vous allez en politique. C'est d'ailleurs parce que moi, j'étais plus satisfait de ce qui se passait au sein de la société civile que j'ai décidé de franchir le pas pour aller en politique et je me suis retiré de la société civile. Si vous voulez aller en politique, vous allez en politique. Mais si vous êtes acteur de la société civile, il y a des lignes qu'il faut suivre. Votre rôle n'est pas seulement de dire allez voter dans la paix, aller dans la non-violence. Non, il faut aussi expliquer aux populations que il faut qu'ils aillent voter. C'est pas seulement accepter les résultats, mais qu'ils aillent voter. Mais quand vous leur dites, excusez-moi, mais quand pendant que vous dites aux gens, allez voter, vous leur dites en même temps, ceux pour qui vous voulez aller voter là, c'est des voyous, c'est des bandits, les institutions. Mais c'est ce qui ressort, ce que vous venez de dire. Non, c'est pourquoi je vous dis, le langage, s'il vous plaît, le langage que vous tenez sur ce plateau-là, honnêtement, j'aurais voulu que vous essayiez de ne plus tenir ce langage-là en tant qu'acteur de la société civile. J'ai fini de dire ça. Je reviens maintenant à la question pour dire oui, les acteurs politiques ont un rôle majeur à jouer. C'est eux qui animent la vie politique et qui concourent à l'expression du suffrage. C'est ce que la Constitution dit. Et justement, je précise que concours à l'expression, le mot concours a tout son sens. Ce n'est pas que, mais c'est d'abord eux. Alors, à partir de ce moment-là, oui, le taux de participation que nous avons eu, les taux que nous avons eu ces derniers temps-là, même si ce n'est pas ce que nous avons souhaité, mais c'est parce que les partis politiques ont fait le travail. Parce qu'au moins, ils sont arrivés à amener aux urnes ceux qui ont voté pour eux. Mais normalement, c'est aux autres acteurs d'amener aux urnes ceux qui ne se retrouvent pas dans l'offre qui est faite par les acteurs. Donc, il ne sert à rien de diaboliser les acteurs politiques et il ne faut pas continuer à dire que les élections ne sont pas transparentes. Écoutez, moi, je suis resté à la Sénat. J'ai été fonctionnaire de la Sénat pendant plus de 10 ans, de 2006 à 2016. Et je vous dis, entre ce qui s'est passé de 2006 à 2016 et ce qui se passe de 2016 à aujourd'hui en matière de transparence, franchement, il y a eu une grosse avancée. Et il faut pouvoir le reconnaître. Aucune élection ne se fera jamais dans aucun pays du monde sans que personne ne crie à la fraude. Vous n'aurez ça nulle part et jamais vous n'aurez ça. Donc il y aura toujours des individus qui veulent jouer avec le système. Mais il ne faut pas pour cela mettre en cause le système et ceux qui le gèrent. Ça, il faut éviter ça. Parce que quand on met ça dans la tête des citoyens, justement, ça peut faire que les gens n'iront pas voter. Si on vous dit, l'institution qui est en charge de l'organisation des élections peut donner des résultats différents de ce que vous avez mis dans les urnes, pourquoi alors aller voter? Ça déjà, ça peut contribuer à faire chuter le taux de participation. Donc c'est pour ça que je dis, faisons attention. C'est pas parce que des individus ont des frustrations mal gérées aujourd'hui qu'il faut remettre en cause tout le système. Ce ne serait pas républicain. Ce n'est pas responsable. Donc, on va aller aux propositions, les pistes donc, de solutions pour améliorer donc, désormais cette participation. Le 12 avril prochain, le peuple béninois sera encore aux urnes pour élire son nouveau président de la République. Après donc, les 2 mandats de Patrice Talon, à quoi doit-on s'attendre? Pour améliorer la participation, que les partis politiques se mettent à faire leur travail, mais que surtout les responsables des institutions de la société civile aillent se faire former pour comprendre comment les choses se passent, pour mieux encadrer nos parents. Parce que ce que M. Gloria dit sur ce plateau, si c'est ça qu'il raconte dans la rue, nous avons un gros problème. Monsieur Olide, comment peut-on, nous sommes dans la phase de proposition, donc des pistes donc, de solutions pour améliorer donc, la participation électorale. Que doit-on faire? Nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle. Alors, merci beaucoup. Pour améliorer le taux de participation, de mon point de vue, il y a à considérer d'abord le court terme, c'est-à-dire les élections dans deux mois, là, au moins, et puis le long terme. Je commence par le long terme. À long terme, je l'ai déjà dit tantôt, il faut que nous suivions
l'évolution de l'expérience que nous avons commencé en mettant des acteurs qui comprennent le bien fondé de ce qui se fait et qui ne prêchent pas l'exemple. Aujourd'hui, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a tracé la voie. Il a montré qu'on peut faire beaucoup de choses lorsque le système n'est pas corrompu, lorsque la bonne gouvernance existe, lorsque les acteurs compétents sont à la manœuvre. Et ça, si son successeur, et j'en suis convaincu, continue sur cette lancée et que ceux qui viennent après lui maintiennent cette lancée-là, je suis sûr que progressivement, les citoyens vont recommencer à avoir foi au système politique et électoral du Bénin et forcément ça va faire remonter le taux. Ça c'est à long terme. Maintenant pour dans 2 mois déjà, le docteur Kodjo l'a dit, il faut que les partis politiques reprennent leur bâton de pèlerin et aillent vers leurs militants. Mais pas que leurs militants. C'est-à-dire il faut qu'ils rassurent, qu'ils remobilisent les militants et qu'ils aillent maintenant au-delà des militants vers les électeurs pour leur expliquer les enjeux des élections à venir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si les citoyens ne comprennent pas les vrais enjeux, ils vont pas sortir pour voter. Imaginez des gens qui se disent, bon, l'élection est déjà jouée, est-ce qu'on a encore besoin d'aller? Vous comprenez? Les gens ne sortiront pas. Maintenant, au-delà des acteurs politiques, il y a d'autres acteurs. Les organisations de la société civile. Il y a les mouvements politiques qui, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, ont commencé à faire un travail sur le terrain. Nous allons à une élection présidentielle. L'élection présidentielle, ce n'est pas que l'affaire des partis politiques. Et donc, moi, personnellement, je ne vois pas d'un mauvais œil l'éclosion de certains mouvements qui, de plus en plus, suscitent les électeurs à aller voter. Et je pense que les acteurs de la société civile aussi devraient se mettre dans cette danse-là. Parce que c'est une élection présidentielle. Ce n'est plus une question seulement des partis politiques. Donc, si tout le monde se met dans la danse et que nous remettons les choses à leur juste mesure, sans diaboliser X ou Y, en sachant que nous tous, nous sommes béninois et que tout ce qui se fait là, la finalité, c'est que le pays se développe. Je suis sûr que dans 2 mois, on aura un taux de participation, même si ce n'est pas ce que nous voulons, qui sera beaucoup plus élevé que ce que nous avons eu ces dernières années. D'accord. Monsieur Gloé, que peut-on faire pour que d'ici 2 mois ou quelques semaines, nous puissions avoir un taux de participation beaucoup plus amélioré? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, c'est l'amour. D'accord. Il faut que les acteurs politiques, que ce soit de la société civile ou autre chose, aient de l'amour entre eux-mêmes. Non, pour le pays. Non. Voilà. D'abord, l'amour entre nous, politiques, entre nous, société civile, parce que ce qui se passe chez les politiciens aussi se passe chez nous-mêmes dans la société civile. Il faut que nous, les Béninois, on s'aime d'abord. Là, dans l'amour, là, il y a tout. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que moi je voudrais proposer, c'est de demander aux partis politiques de bien renforcer leur capacité aussi et ne pas laisser quelqu'un de côté. Ou bien faire de la violence, ceux-là ne sont rien, ceux-là, non. S'ils vont sur le terrain là, comme vous le dites, nous sommes des frères. Je vois aujourd'hui des gens d'autres partis qui insultaient BR ou UPR aujourd'hui qui sont allés vers UP. D'autres sont dans BR aujourd'hui. Oui. Donc, ce qui me dit que après tout, nous sommes des frères. Ceux que l'on combat aujourd'hui peuvent vous rejoindre demain, ou ceux qui sont dans la marmite aujourd'hui aussi peuvent quitter, parce que leurs intérêts sont dérangés. Donc, nous sommes des frères. Et je demande aux populations d'accueillir les partis politiques sur le terrain et de garder la ferveur qui nous anime toujours pour les élections présidentielles. C'est vrai, d'autres disent qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, mais je dis qu'il y a un jeu. Il y a un jeu et il y a un régime qui finit et un autre régime qui veut commencer. Je pense que ce ne serait pas la même manière, parce que ce ne serait pas le même dirigeant. Voilà. Donc, ceci dit, nous ne sommes pas des gens qui incitent les populations ou bien qui vilipendent les politiques sur le terrain. Mais c'est l'amour que nous demandons à chaque parti D'accord. Donc, on va finir l'entretien en quelques secondes avec votre mot de fin.
Oui, merci d'avoir eu l'idée de cet entretien. Je voudrais dire que le taux de participation en tant qu'élément d'analyse de la vitalité démocratique chez nous au Bénin est encore précoce, surtout sur la nouvelle lancée que nous avons, parce que les réformes sont encore fraîches. Et c'est sur la durée que nous allons faire des analyses consistantes. Pour l'instant, que chacun travaille du mieux qu'il peut pour que ce taux s'améliore et s'améliore honorablement pour nous tous. Chacun a un rôle à jouer, les partis politiques, la presse, les acteurs de la société civile, que nous y travaillons tous pour que notre pays puisse avancer. Le développement, l'avancement de notre pays dans la paix. D'accord. Monsieur Oleide, un mot de fin. Oui, je ne dirais pas mieux que ce que M. Kodjo a dit. C'est-à-dire que nous avons commencé une nouvelle expérience électorale dans notre pays. Oui. Nous sommes en train d'expérimenter de nouvelles règles et nous sommes confiants de ce que, à la longue, cela va produire des résultats. Pour y arriver, il y a des obstacles à franchir. Et c'est ensemble que nous allons y arriver. Aujourd'hui, nous avons une liste électorale issue de la base de données de l'état civil. Et cela nous permet d'avoir le nombre réel d'électeurs. Il faut qu'on aille vers ces personnes-là, surtout les nouveaux électeurs, pour leur expliquer en quoi il est important d'exprimer son choix pendant une élection. Nous allons à une élection présidentielle où c'est un homme, un candidat qui veut faire une alliance avec son peuple. Tous ceux qui peuvent contribuer à faire de ce rendez-vous de donner et de recevoir une réussite doivent se mettre dans la danse. Que ce soit les partis politiques ou les organisations de la société civile ou tout autre regroupement, que ce soit les groupes sociaux professionnels, ainsi de suite, pour que ensemble nous remettions progressivement le vote au cœur de la démocratie dans notre pays. D'accord. Monsieur Gloria, on va finir avec Oui, voilà. Je vous remercie. Moi, je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour remettre en cause quelque chose ou bien pour vilipender les institutions. Non. C'est que nous sommes à la base. Et ce que nous écoutons, on est obligé de transmettre pour corriger. C'est en corrigeant que nous aurons de bons résultats. Même si on ne veut pas corriger totalement, il faut corriger un peu pour donner une visibilité à la bienfaisance. C'est tout. Mais si on garde la peau dure face à tout, je pense que le résultat sera toujours maigre. Et c'est dans cela que je vais demander aux autorités que dans les 2 mois qui restent avant les élections présidentielles, qu'ils pensent à donner de la joie à toutes les populations béninoises. En quoi faisant? Non, moi je ne vais pas dire parce qu'il y a quelque chose que les gens n'aiment pas qu'on dise. Mais si je dis ça maintenant, on va dire que je suis politique. D'accord. Mais tout le peuple béninois attend beaucoup des autorités supérieures de notre pays pour que la joie, la ferveur, l'amitié que nous avons l'habitude d'avoir, parce que le pouvoir actuel a beaucoup travaillé. On ne refuse pas. Mais sur le plan social et le plan de certaines choses que je ne veux pas dire ici, vraiment. Sinon, le docteur va se fâcher contre moi encore. Donc, je ne veux pas dire ça. Donc, je demande beaucoup que le sourire que les Béninois ont l'un envers l'autre demeure et que nous arrivons aux élections des présidentielles dans la joie, de nord au sud, de l'est à l'ouest, et qu'on oublie tout ce qui s'est passé pendant les 8 ans ou 9 ans là, et qu'on choisit un nouveau président pour voir comment lui aussi il va faire. Donc, ça me fera beaucoup plaisir. D'accord. La démocratie ne se mesure pas seulement à l'organisation régulière d'élections, mais à l'adhésion réelle des citoyens
au processus électoral. Le désintérêt croissant pour les urnes constitue un signal fort pour les acteurs politiques. Les institutions et la société civile doivent entendre donc ce signal fort. La légitimité démocratique repose sur la participation. Sans la mobilisation citoyenne, le contrat social se fragilise. Le défi aujourd'hui est de restaurer la confiance, redonner du sens à l'engagement civique et réaffirmer que chaque voix compte. Le Bénin a été un modèle démocratique en Afrique. La question demeure, saura-t-il raviver la flamme de la participation citoyenne? Merci à vous, nos chers invités. Merci à vous également de nous avoir suivis. Le débat continue dans les urnes, mais aussi dans les consciences. Bonsoir chez vous.